Pour le Premier ministre, la lutte contre l'inflation passe avant la hausse du pouvoir d'achat. Jeunes communistes et jeunes giscardiens réfléchissent sur leur action. L'approche des élections repose le problème des bouilleurs de cru. Réprobation unanime en Espagne après l'enlèvement d'un ancien ministre. Peut-on vivre dans le voisinage d'une centrale nucléaire? C'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Incontestablement, la semaine s'achève sur un certain nombre de préoccupations économiques et sociales. Indice des prix à 0,9%, baisse sérieuse de la production industrielle, aggravation du déficit de la balance des paiements et aussi amorce d'une épreuve de force entre le gouvernement et les syndicats. Sur tous ces problèmes, Raymond Barre, le Premier ministre, qui était le rédacteur en chef du journal inattendu de RTL aujourd'hui, a tenu à s'expliquer longuement. Il a résumé sa pensée par cette formule: je souhaite que sur le plan économique et financier, la France soit comme l'équipe de Saint-Étienne, tout à fait motivée pour la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Et à nouveau, M. Barre en a surtout appelé au bon sens des Français pour qu'ils se rendent compte de la situation exacte du pays et qu'ils en tiennent compte aussi. Sans doute, cette réflexion s'adressait-elle avant tout aux syndicats après la grève décidée par le personnel de l'électricité et du gaz de France. Ce sont les cheminots qui envisagent à leur tour d'entrer en action. Ils doivent se déterminer lundi. De leur côté, les fédérations de la fonction publique viennent d'adresser à Raymond Barre une lettre pour demander l'ouverture, exiger même l'ouverture dès les premiers jours de 77 de discussions salariales. Alors, quelle sera l'attitude du gouvernement si le mécontentement s'amplifie, si l'action des partenaires sociaux se durcit? Pour Antenne 2, réponse du Premier ministre. Je crois qu'il y a une réaction à l'égard de mesures qui sont des mesures sévères, qui tranchent avec ce qui a été accordé dans le passé. Mais je voudrais que tous les Français comprennent que si le gouvernement recommande certaines mesures, par exemple pour l'an prochain, l'absence de progression du pouvoir d'achat à l'occasion des discussions de rémunération, c'est parce que la situation de notre pays l'impose. Non seulement l'inflation à l'intérieur, mais aussi le déséquilibre de notre commerce extérieur et de notre balance des paiements. Je crois que si ces mesures ne sont pas prises, si l'effort qui est demandé aux Français n'est pas accompli, les travailleurs risquent, dans les mois ou les années à venir, d'avoir à supporter des sacrifices beaucoup plus amples que ceux qui leur sont à l'heure actuelle demandés. À quel niveau de hausse des prix, Monsieur le Premier ministre, estimez-vous que la reprise automatique de la progression du pouvoir d'achat soit possible? Je ne peux pas me prononcer sur ce point. Pour le moment, nous sommes engagés dans une lutte pour modérer la hausse des prix, en dépit de facteurs intérieurs et extérieurs très puissants. Nous aurons peut-être d'ici la fin de l'année à faire face à une nouvelle hausse du prix du pétrole, qui se répercutera sur notre balance commerciale et sur nos prix intérieurs. Ce que je crois, c'est que nous sommes capables de reprendre la maîtrise de l'évolution de notre économie, de modérer les pressions inflationnistes et de créer les bases saines d'une expansion qui permette un niveau satisfaisant de l'emploi. Vous avez noté comme moi la fermeté du Premier ministre en ce qui concerne les salaires. Raymond Barre est décidé à ne pas céder sur l'essentiel de son plan, quitte à essuyer quelques conflits sérieux, comme celui qui vient d'éclater au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. En désaccord sur l'augmentation des salaires, la direction a fermé les portes des chantiers alors que les ouvriers occupent un pétrolier. Deux dépêches viennent de me parvenir, ce sont deux informations nouvelles. La direction des chantiers navals de Saint-Nazaire a fait en fin d'après-midi une sommation par huissier à toute personne de quitter l'enceinte des chantiers et le pétrolier de 550 000 tonnes Beliama avant 20 heures. Réaction des syndicats, je vous la lis. Devant cette sommation, l'intersyndicale CGT-CFDT Force ouvrière des chantiers navals a effectué des démarches auprès du sous-préfet de Saint-Nazaire et du maire de la ville. L'intersyndicale a aussitôt appelé par le moyen de voitures radio les travailleurs et la population à se rassembler le plus rapidement possible devant l'église pour s'opposer à l'expulsion et obtenir des négociations.
Après Jacques Dominati, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Michel Dornano et Michel Poniatowski, Raymond Barre sera demain l'invité d'honneur du 3e congrès des jeunes giscardiens de génération sociale et libérale. Un congrès qui se tient sous la tente en plein Paris, en même temps que celui de la jeunesse communiste qui se déroule, lui, à Saint-Denis, au Palais des Sports. Il nous a semblé intéressant de rapprocher ces deux événements politiques pour essayer de voir ce qui incitait les jeunes à faire de la politique un peu dans l'ombre de leurs aînés, qu'il s'agisse des Républicains indépendants pour GSL ou du Parti communiste pour la jeunesse communiste. Et nous avons posé aux deux responsables les mêmes questions. Sous le chapiteau du cirque Bouglione, 2500 délégués venus de tous les coins de France participent à ce 3e congrès de génération sociale et libérale. Pour les loger, on a fait appel à l'armée qui a mis à leur disposition 2500 lits. Ces jeunes giscardiens ont de 16 à 35 ans. Ils estiment qu'un mouvement de jeunes a sa place dans le monde politique d'aujourd'hui. Un mouvement de jeunes, c'est un genre un tout petit peu difficile parce qu'on se demande parfois pourquoi il y a des mouvements de jeunes à côté des partis aînés. Je crois que les mouvements de jeunes, et le nôtre en particulier, peuvent apporter dans la vie politique quelque chose de spécial, c'est-à-dire une certaine originalité dans la forme, dans le ton, et un certain militantisme parfois plus accentué que leurs aînés. C'est la définition d'un mouvement de jeunes et c'est la définition de GSL. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être plus ou moins récupéré par vos aînés? Non, ce que nous pourrions avoir, c'est la possibilité d'être récupérés par les thèmes de nos aînés. Mais les problèmes qui se posent à la jeunesse sont finalement les mêmes problèmes que ceux qui se posent à l'ensemble de la société. Ce que nous devons faire, et c'est ce que nous essayons de faire à GSL, c'est de réfléchir un peu sur les problèmes spécifiques des jeunes. On peut parler de la drogue, on peut parler de la moto, on peut parler des problèmes du sport, mais le choix de société entre le collectivisme et le réformisme est un choix qui ne concerne pas seulement la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un mouvement qui regroupe une certaine jeunesse de droite? Non, nous ne regroupons ni une jeunesse dite de droite, ni une jeunesse dite dorée. GSL, c'est avant tout un mouvement où il y a 50% d'adhérents qui sont des salariés et 50% d'adhérents qui sont des lycéens et des étudiants. Et croyez-moi, les gens qui sont chez nous, et la tonalité de ces débats le prouve, sont des gens qui sont là pour un réel changement de la société française et qui font confiance au président de la République pour conduire ce changement. À l'autre extrémité de l'éventail politique, les jeunes communistes tiennent également leur congrès à Saint-Denis, près de Paris. 1600 jeunes réunis au Palais des Sports imaginent ce que serait une France socialiste. Il était intéressant de leur poser les mêmes questions. Le mouvement de la jeunesse communiste, c'est 93 000 jeunes communistes qui, sur la base de la politique du Parti communiste, définissent des thèmes et des formes de lutte qui leur sont propres pour défendre les droits de la jeunesse et ses revendications, pour aider au mieux à la victoire du programme commun et à la construction d'un socialisme à la française. Vous n'avez pas l'impression d'être récupéré par les adultes? Oui, c'est pas cette question qui se pose. Tout le Congrès l'a prouvé. Il y a 1600 délégués ici qui discutent de la situation de la jeunesse et qui, sur la base du chômage, de la sélection sociale, du sort qui est fait aux jeunes en général, décident que ça suffit et qu'il faut lutter. Et qui trouvent dans la politique générale des communistes des vraies raisons de lutter, une stratégie de lutte qui leur convient parfaitement, qui les stimule. Pardon pour ces incidents. Polémique entre la CFDT et la FEN à propos d'une éventuelle unification syndicale. Monsieur Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, a en effet indiqué aujourd'hui au Creusot qu'il était hostile à une unification organique, comme l'a proposé André Henry, le responsable de la Fédération de l'Éducation nationale, unité qui naîtrait dans l'enthousiasme, je cite Monsieur Maire, à la suite d'une victoire de la gauche. Pour la CFDT, il n'est pas question de renouveler l'expérience de 1936 et de céder à l'engouement sentimental d'un moment d'euphorie comme à la Libération pour aboutir, dans les deux cas, 3 ans plus tard, à de nouvelles scissions. Enfin, pour Edmond Maire, l'unité syndicale ne se bâtira qu'à partir de la pratique. Il faut avoir, je le cite, le courage de reconnaître que ce n'est pas pour demain. La préparation des prochaines élections municipales et même législatives a une conséquence tout à fait insolite, bien qu'elle soit tout à fait traditionnelle. Il s'agit du privilège des bouilleurs de cru dont un certain nombre de parlementaires demandent soit le rétablissement, soit l'extension. La loi, vous le savez peut-être, donne le privilège à 2 200 000 bouilleurs de distillés pour leur propre compte et uniquement pour leur consommation personnelle. Ils sont exemptés de taxes dans la limite de 10 litres d'alcool par an. Union sacrée pour la goutte. De droite comme de gauche, 104 députés seraient partisans du rétablissement du privilège des bouilleurs de cru. Cela s'explique peut-être par un chiffre. Dans 23 de nos départements, un électeur masculin sur 2 est un bouilleur de cru.
En principe, l'État a en France le monopole de l'achat et de la vente de l'alcool, exception faite donc des bouilleurs. En application d'une ordonnance du 30 août 1960, le privilège n'est plus transmissible ni cessible. Il est supprimé à la mort de chacun des bénéficiaires ou de leur conjoint survivant. Par conséquent, le privilège ne se transmet plus par héritage et ne profite plus aux nouveaux acquéreurs de terrains de culture, exploitants ou non exploitants. Il y a des quantités de vignerons qui ont à payer un impôt en alcool. C'est peu connu ça. Les prestations viniques, c'est un impôt payé en alcool. Ils ont donc à porter leur mare et parfois même une partie de leur vendange pour fournir de l'alcool à l'État, qui est un résultat de leur propre travail. Ce qu'ils souhaitent, et ce qui me paraît tout à fait possible d'aménager, là, c'est de permettre à ceux qui payent un impôt en alcool de conserver au moins une fraction de cette production pour eux. Voilà l'objet de la discussion. Cette loi peut paraître injuste car tel jeune viticulteur n'aura pas le privilège alors que le facteur du village ou le cousin de Paris non exploitant en aura hérité, s'il était propriétaire ou exploitant avant 1960. Pendant que les jeunes n'ont pas droit, ils font aussi bien la vigne que les vieux. Et ben la vérité, tout de même. Alors, je sais pas, les privilèges, il va pas. Une loi mal faite sans doute, mais destinée à lutter contre le fléau alcoolique, ce que contestent les détenteurs du privilège et avec eux certains parlementaires. L'argumentation est que l'on utilise cet alcool avant tout pour les besoins de l'exploitation. Il sert par exemple à nettoyer le matériel vinaire, les fûts, les tonneaux, ou à désinfecter les aiguilles et les seringues. Comme les bovins ne sont pas soumis aux formalités de l'alcotest, personne ne peut nier l'usage utilitaire de cette eau de vie. Mettre à la disposition de gens modestes, souvent même déshérités, des quantités importantes d'alcool, c'est favoriser le développement de l'alcoolisme dès l'enfance. On connaît très bien en Normandie les enfants qui partaient à l'école avec la petite goutte dans le café au lait, et les enfants de la région d'Alsace-Lorraine aussi, qui étaient très alcoolisés, et ceci grâce à l'alcool obtenu par le privilège. Maintenant, il est bien certain que dans notre région de viticulture, milieu assez aisé, de viticulture riche, le problème ne se pose pas de la même façon. 10 litres d'alcool pur égale 20 litres d'alcool à 50 degrés. Il est rare, même dans une famille aisée, de consommer annuellement 20 litres de whisky ou de cognac. C'est pourtant la quantité dont disposent les bouilleurs de cru. À cela, il faut ajouter la fraude. La production réelle est au moins le double de la production déclarée. Avec 22 litres d'alcool pur par an et par habitant, la France détient le record mondial dans ce domaine. Cette loi sur le privilège des bouilleurs de cru est peut-être injuste, alors pourquoi ne pas la supprimer complètement ? Après tout, l'abolition des privilèges ne date pas d'hier. L'enlèvement ce matin à Madrid de l'ancien ministre de la Justice du général Franco, actuel président du Conseil d'État, a été condamné par tous les partis politiques, y compris par le Parti communiste espagnol. Sur l'enlèvement lui-même, on n'a encore que peu de détails. On sait seulement que M. Urquijo a été enlevé par 4 hommes armés alors qu'il se trouvait dans son bureau. Mais depuis le début de ce journal, 2 informations me sont parvenues par les dépêches de l'agence France-Presse. D'abord celle-ci, le quotidien de Madrid, Informaciones, a reçu à 16 h locales un appel téléphonique anonyme affirmant ceci. M. Urquijo a été exécuté par le peuple, signé ETA. Le directeur du journal a confirmé le coup de téléphone et a aussitôt transmis la nouvelle à la police. Et puis cette autre information, un militant basque de l'ETA, dit Marcou El Rubio, a été identifié par le fils aîné de M. Urquijo comme étant l'un des auteurs de l'enlèvement du président du Conseil d'État. En tout cas, le gouvernement de Madrid a immédiatement réagi. Dans un communiqué officiel, il affirme avoir adopté toutes les mesures possibles pour parvenir à l'arrestation des auteurs de cet attentat et assure que l'ordre public sera maintenu à tout prix en Espagne. Tout d'abord les faits. En passant de Madrid, vers 11h15, 2 personnes montent à l'étage où se trouvent les bureaux de M. Urquijo. Sous la menace d'une arme, le font descendre au rez-de-chaussée, sont rejoints par un prêtre et un autre ravisseur. Le groupe s'engouffre dans une voiture de couleur blanche et disparaît dans la circulation de Madrid. M. Urquijo, ici à gauche, aurait été enlevé et déjà exécuté, si l'on en croit des indications circulant à Madrid, par l'État. Alors pourquoi l'enlèvement de M. Urquijo? Tout d'abord,
et certainement parce qu'il fut ministre de la Justice sous Franco, et, que ce soit pour les extrémistes basques comme pour les hommes politiques d'opposition, les souvenirs laissés par les représentants de la justice franquiste ne furent jamais bons. Il est donc un symbole. Deuxièmement, M. Urquijo est à la tête de l'une des plus grosses fortunes d'Espagne. Sa famille a même donné son nom à une banque qui fut et reste le symbole des bailleurs de fonds du franquisme. L'ensemble des partis politiques, y compris le Parti communiste, par la bouche de son secrétaire général, Santiago Carrillo, filmé ici il y a quelques semaines à Madrid par l'une de nos équipes, condamne l'enlèvement et considère que cet acte ne peut être qu'un frein au processus de démocratisation que connaît l'Espagne. Et il se peut effectivement que le ton de la campagne pour le référendum jusqu'ici paisible devienne plus brutal après cet enlèvement. Comme prévu, Houari Boumedienne a été élu président de la République algérienne avec un pourcentage écrasant de voix, plus de 95% selon le ministère de l'Intérieur. Houari Boumedienne est donc confirmé dans ses fonctions de chef de l'État. Il était le candidat unique du FLN et pour Alger, il s'agit d'un véritable plébiscite du peuple algérien. Pour ces Algériens qui se sont précipités en masse dans les bureaux de vote, le taux de participation et l'enthousiasme électoral a sans doute plus de valeur que le pourcentage réel qui permet au président Boumedienne de légaliser son pouvoir. Un pouvoir qu'il exerce déjà depuis 11 ans et dont il faut dresser un bilan. Sur le plan économique, la priorité a été mise sur l'industrialisation au détriment de l'agriculture, une industrialisation forcenée basée sur l'exploitation des richesses pétrolières et du gaz. Il est encore trop tôt pour dire si elle a réussi totalement, mais l'Algérie n'avait pas d'autre choix pour tenter de sortir du sous-développement. Autre préoccupation du président Boumedienne, se débarrasser totalement des séquelles culturelles de l'ancienne puissance coloniale. L'arabisation est maintenant totale. Les habitants de Lisbonne privés d'eau. Un attentat à la bombe a gravement endommagé l'aqueduc qui assure la distribution de la ville. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais il intervient en pleine campagne électorale. 6 millions de Portugais votent en effet demain, pour la première fois, pour élire leur municipalité. Des élections très politiques, le Premier ministre Mario Soares a en effet déclaré que le Parti socialiste ne gouvernerait pas contre la volonté du peuple. Henry Kissinger poursuit sa tournée d'adieu à la diplomatie internationale. Après Bruxelles et le Conseil Atlantique, il était aujourd'hui à Londres pour rencontrer M. Crossland, le secrétaire au Foreign Office. À l'issue de ces entretiens, on a appris que M. Kissinger n'envisageait pas de nouvelle initiative américaine pour débloquer la situation en Rhodésie. Le prix Nobel d'économie vivement contesté. Alors que l'économiste américain Milton Friedman recevait des mains du roi de Suède sa distinction, un homme s'est levé et a crié « Friedman, go home, vive le peuple chilien libre ». Pendant le même temps, plusieurs milliers de personnes manifestaient dans les rues de Stockholm, parce qu'ils estiment que le professeur Friedman a directement inspiré la politique actuelle du régime chilien. L'économiste américain a publiquement rejeté ces accusations. « Je réprouve le régime actuel du Chili », a-t-il dit, autant d'ailleurs que le précédent régime de M. Allende. Aucun accord n'est encore intervenu entre les syndicats des artistes-interprètes et les représentants des sociétés de télévision. Après 6 heures de discussions serrées la nuit dernière, les deux parties n'ont pu aboutir. La grève des comédiens, des chanteurs et des danseurs se poursuit donc, mais une nouvelle entrevue est prévue lundi. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure les programmes des fêtes seront perturbés. Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby et toute l'équipe dirigeante en place depuis 1966 ont été reconduits dans leurs fonctions pour une période de 4 ans. Cela s'est passé au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. En ski, nouvelle course aujourd'hui comptant pour la Coupe du Monde. Il s'agissait d'un slalom géant pour les dames. Les skieuses à Courmayeur en Italie. À nouveau, la première française est la toute jeune Perrine Pellen, classée 6e. La course a été remportée par une Autrichienne, Brigitte Toschnig. Il ne se passe pas une journée sans que l'on ne parle d'une manière ou d'une autre de l'énergie nucléaire ou des centrales atomiques. Il y a par exemple l'affaire de l'implantation de la centrale de La Hague, dont parle très longuement Le Point, qui paraît lundi, La Hague dans la Manche, qui depuis plusieurs mois soulève une polémique continue. Tenez, rien qu'aujourd'hui, toutes ces dépêches parlent de l'atome, je les prends au hasard. Le débat autour de l'implantation d'une centrale nucléaire sur le Rhin se poursuit en Allemagne. Un accident nucléaire qui aurait fait un mort serait survenu il y a un mois dans une centrale atomique d'Allemagne de l'Est. En Angleterre, la compagnie qui gère l'usine nucléaire de Windsor se défend d'avoir cherché à dissimuler la fuite d'eau
contaminés enregistrés en octobre. À Mulhouse, le préfet du Haut-Rhin a révélé vendredi, donc hier, les grandes lignes du plan Orsec radiation à quelques semaines de la mise en service de la centrale nucléaire de Fessenheim. À Lyon, présentation d'une étude de la politique énergétique et nucléaire par la CGT, etc. Tout cela aujourd'hui. Au fond, la grande affaire, c'est de savoir si l'on peut vivre en sécurité à proximité d'une centrale nucléaire. Et là-dessus, les avis sont aussi partagés. Certains y sont hostiles au nom de la santé, de l'écologie, de la qualité de la vie. D'autres, au contraire, pensent que l'implantation d'une centrale crée des emplois, crée une certaine animation et de l'activité dans des régions qui, au fond, en ont bien besoin. Quand on est venu m'annoncer qu'on faisait une centrale, je ne voulais pas le croire. Puis d'un seul coup, il y a un monsieur qui vient et il me dit « Alors madame, on vient pour vous faire gagner votre vie, pour vous apporter beaucoup d'argent. » J'ai cru que c'était un fou. Il avait raison. Saint-Laurent-des-Eaux, 1800 habitants, mais bientôt 4000, vit avec une centrale nucléaire depuis 10 ans déjà. Le village grossit et s'enrichit. En effet, EDF paie de grosses patentes. Le budget de la commune a été de 1,2 milliard l'an dernier. Actuellement, on agrandit la centrale et le chantier amène ses promesses de recettes. Alors, après tout, si Saint-Laurent affiche sa fortune, il n'y a rien d'étonnant. La piscine est le symbole de cette fortune. Et qu'importe si aujourd'hui on vit comme en ville, ici, en pleine campagne. C'est le progrès. La centrale est là, mais a-t-elle amené la richesse à tout le monde ? Elle nous a apporté une grande aisance qui nous a permis d'évoluer assez vite et de modifier et d'améliorer le pays et d'améliorer les conditions de vie de chacun, oui. Alors finalement, chez vous, est-ce le bonheur? Mais personne ne se plaint. Le maire délivre un permis de construire par semaine. La centrale a amené au village un médecin, un dentiste, une pharmacie, une banque. Et les affaires marchent bien apparemment. Les restaurants ont repeint leur façade. Autrefois, quand on est arrivé, j'avais juste moi qui tenais ici, sauf l'été, je prenais une personne. Et puis maintenant, mon mari reste à la maison et puis j'ai 4 personnes qui travaillent pour moi. En réalité, les plus proches voisins de la centrale sont de l'autre côté de la Loire. Là, ils vivent à 600 mètres des réacteurs. Et c'est un autre refrain. On n'a plus l'inconvénient qu'on a des avantages. Quel inconvénient? Que ça fait les potins que ça fait. Du bruit? Oui. Beaucoup? Ah oui, encore assez. Quand il lâche les malins, ça fait du bruit. Hein. Quand il lâche quoi? Quand il a trop de pression, qu'il lâche la pression. C'est comme si vous avez un avion à l'action qui vous tombe sur la tête. Avaray vit de ses vieilles pierres et de sa proximité de la Loire. Dans le village, on compte plus de 100 résidences secondaires. Le maire se lamente de voir sa zone résidentielle plaquée sur un décor de zone industrielle. Mais ce qu'il regrette encore plus, c'est de ne pas récolter quelques miettes de la fortune versée en face. Si l'on compare avec Saint-Laurent, qui a un budget d'1,2 milliard de centimes, alors que nous avons un budget de 25 millions anciens, ce qui fait une différence énorme, alors qu'on est un peu les parents pauvres de l'histoire. Ça nous abîme tellement notre site que... Ah bon? Comment ça? Disons que c'était le coin le plus joli qu'il y avait au bord de la Loire, quoi. C'était une belle promenade. Les mécontents ne sont pas tous du côté d'Avaray. Il y en a aussi à Saint-Laurent-des-Eaux. Il faut savoir que c'est surtout le chantier qui fait marcher le commerce local. Le chantier dure 8 ans, mais après, quand la centrale prend son rythme, les chiffres d'affaires retombent. Voilà pour l'argent apporté par le nucléaire. Mais quand on vit près d'une centrale, a-t-on peur? Est-on impressionné? Question d'impression, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me dérange peu, hein, la question de ça, mais la question de la centrale, je trouve aucun danger jusqu'à ce jour. Au début, quand même, quand j'entendais que c'est quand il lâche quelque chose, là, à ce moment-là, j'avais peut-être un peu peur, et maintenant. Pas peur du tout? Pas peur? Alors, la centrale n'effraie personne? Effraie, si, parce qu'il y a toujours un pourcentage d'incidents, si vous voulez, qu'il n'y a pas eu, mais enfin, il y a des gens qui sont inquiets, c'est certain. Mais si ça explose? Si ça explose? Forcément. Vous pensez que ça peut exploser? Il peut y avoir des pépins, hein. Tous les jours, on analyse l'eau et l'air. Chaque semaine, le lait et l'herbe. Nous ne sommes pas tenus au courant des résultats qu'il recueille, mais des conversations que j'ai avec les dirigeants de la centrale, ces analyses, ces examens sont très satisfaisants. Vous n'avez jamais eu les résultats en main de ces analyses?
Je ne les ai jamais demandés d'ailleurs. Méfiez-vous, méfiez-vous, cette nuit, il y aura sans doute encore du verglas et probablement des accidents, comme la nuit dernière dans plusieurs régions de France, où les chaussées devenues glissantes avaient rendu la circulation extrêmement dangereuse. Soyez particulièrement prudents si vous circulez dans des départements comme l'Aisne, Lyon, la Corrèze, la Moselle ou encore, en raison d'un épais brouillard, la Gironde, les Landes, la Dordogne, la Charente, le Cher, le Loir-et-Cher et plus généralement tout le centre de la France. Méfiez-vous donc un peu partout finalement. Aujourd'hui, les températures étaient sur la plupart des régions assez basses. Demain, le temps restera assez froid. Il y aura des gelées un peu partout, entre -2 et -6 degrés, en particulier, là encore, dans le centre de la France. Dans la moitié est, le temps sera variable avec des éclaircies et des nuages. Il y aura de la neige en montagne, mais aussi en assez basse altitude. En revanche, il y aura de belles éclaircies dans le midi méditerranéen avec du Mistral et de la Tramontane. Dans la moitié ouest du pays, il y aura des brouillards matinaux, souvent givrants, mais de belles éclaircies l'après-midi. Voilà pour la météo, avec tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce journal. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir et tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. Pour Raymond Barre, une augmentation du pouvoir d'achat n'est pas possible pour l'instant. 2 congrès politiques à Paris, les jeunes communistes et les jeunes giscardiens. L'ancien ministre espagnol enlevé ce matin aurait été exécuté. La grève des artistes se poursuit, les négociations reprendront lundi. À 23h05, la dernière édition du journal.